un traitement adéquat de preuves pour des délits commis sur Internet, qui avant étaient effacés, disparaissaient, n'étaient pas utilisables de l'autre côté des frontières du pays. Donc tout ça pour vous dire que c'est des conventions qui ont un effet sur les jours, les quotidiens des individus. Le Maroc a ratifié, je ne vais pas oublier les plus importants, a signé ou ratifié, on va pas rentrer dans les détails de la procédure de ratification, mais très intéressé par exemple par la Convention anti-traite du Conseil de l'Europe pour faciliter la lutte contre la traite d'êtres humains. Très intéressé pour la Convention d'Istanbul, comme j'avais dit au départ, et la Convention de Lanzarote contre les abus sexuels aux enfants. J'ai cité la Convention contre la manipulation des conventions sportives parce que ça touche aussi un délit, un crime qui est commis par Internet très souvent. Le Maroc a aussi ratifié la Convention qui permet de lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc, comme ça, c'est des exemples où vous pouvez voir que les effets sont directs sur les individus et que le royaume est vraiment intéressé à consolider, c'est pour ça que je ne parlais pas de création mais de consolidation, avec toute cette partie du droit international qui est les droits propres au Conseil de l'Europe. Pourquoi je disais que c'était les rapports, les partenariats entre le Maroc et le Conseil de l'Europe, que c'était un partenariat réussi? Parce que, en tout cas, depuis que je suis arrivée au Maroc, mais aussi le Maroc de mes prédécesseurs, le Conseil de l'Europe de mes prédécesseurs aussi, il y a une volonté politique claire pour aller de l'avant. Et l'avantage pour un pays comme le Maroc, qui est, ça c'est mon opinion personnelle et ça ne lie qu'à moi, ça ne lie surtout pas à mon organisation, je pense que le Maroc est le pays qui tire de tous les continents vers le haut, au moins dans toutes les thématiques que je viens de citer. Donc, ceci nous permet de pouvoir mettre en lumière les conventions du Conseil de l'Europe en Afrique et ça va permettre d'étaler ces principes qui nous inspirent aussi dans l'Afrique subsaharienne, ce qui est importantissime. On travaille beaucoup avec la jeunesse, par exemple, le continent le plus jeune actuellement au monde est l'Afrique. Et c'est à partir des jeunes qu'on va pouvoir répandre les piliers du Conseil de l'Europe en Afrique et dans le Global South, comme on dit maintenant, dans le Sud global. Et comment on peut faire ça? Il y a plusieurs façons de travailler. Je vais vous expliquer quelques-unes des voies à explorer. Mais moi, je suis persuadée que c'est par les sports qu'on peut aller très loin en Afrique, très loin avec les jeunes et très loin dans le Sud global, comme je disais tout à l'heure. C'est le moment au Maroc de faire avancer les valeurs des droits humains à travers le sport. Le Maroc est parti ou est en cours de ratifier les conventions antidopage dans le sport. Les conventions qui ont trait à la sécurité du public dans les stades de foot. C'est une ancienne convention qui a été réformatée, qui a été mise à jour et qui traite non seulement de la sécurité du public, mais aussi de la sécurité des bâtiments, avec la construction de nouveaux stades de foot en vue de la Coupe du Monde. Le Maroc est dedans. Il a déjà prévu ça et il travaille pour adhérer, pour finaliser le processus d'adhésion à ces conventions aussi. Je parlais tout à l'heure de la convention sur les paris illégaux, la convention de Macolin. Le Maroc a signé et est prêt à ratifier bien avant la Coupe du Monde, même bien avant probablement de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc le Maroc est vraiment déjà là. Le Maroc est vraiment déjà tout près de cette situation, de cette consolidation de l'espace juridique commun dont j'ai parlé tout à l'heure. Comment on fait pour continuer à travailler au Maroc? C'est pas plutôt, je me suis pas bien exprimée, c'est pas travailler au Maroc,
c'est un travail avec le Maroc, plus qu'au Maroc ou pour le Maroc. On n'est pas paternaliste, nous, au Conseil de l'Europe, on n'est pas colonisateur du tout. La coopération du Conseil de l'Europe avec le Maroc est basée sur ces documents qui s'appellent le partenariat de voisinage entre les royaumes du Maroc et le Conseil de l'Europe, feuille de route commun, comme M. Comat le disait, qui est rédigée à deux mains par le Maroc et le Conseil de l'Europe. C'est toujours une coopération technique à la demande. On ne s'impose pas. Si le Maroc avant-hier, enfin, ça fait 2 mois, nous demande de l'appuyer parce que ils veulent présenter une nouvelle mouture de la loi sur l'exception d'inconstitutionnalité. Ça, c'est un cas réel. Le Conseil de l'Europe se met au service du Maroc pour partager les bonnes pratiques du droit constitutionnel et des fonctionnements des cours constitutionnels en Europe, pour partager les expériences. Après, c'est évidemment le Maroc qui choisit. Mais par exemple, pour cette activité concrète, ont été présentés au ministère de la Justice les systèmes constitutionnels belges, italiens, français. J'ai fait un peu de système constitutionnel espagnol aussi, et avec les avantages et les inconvénients de chacun de ces systèmes. Le ministère de la Justice a pris tout ça en compte. On ne sait pas comment, parce que c'est pas nous qui rédigeons. Nous, on apporte le savoir-faire et le partage des compétences, le partage d'expériences. Et avec ces connaissances qu'on a rassemblées, il a rédigé la 3e tentative on parlait de ça l'autre jour, hein, la 3e tentative des textes des lois sur l'exception d'inconstitutionnalité, qui est, je crois, devant le secrétaire général du gouvernement, si mes renseignements sont corrects. Donc, vous voyez, c'est un accompagnement à la demande toujours du royaume pour des thèmes assez techniques, assez spécifiques, parce que notre coopération, ce n'est pas vraiment une coopération sur le terrain, c'est plutôt une coopération au niveau renforcement des capacités techniques juridiques, mais toujours parce que le Maroc, c'est comme dans l'annonce de L'Oréal, parce que le Maroc le veut bien. Et quand le Maroc le veut, le Conseil de l'Europe, dans le cadre de ces partenariats, est prêt à assister si on a les compétences, évidemment. Normalement, ces partenariats réunissent ces compétences qui peuvent être intéressantes pour le Royaume du Maroc. Donc ça, c'est un exemple de la façon de travailler qu'on adopte depuis l'installation du bureau en 2012. On a beaucoup contribué au renforcement des capacités des personnes qui sont censées appliquer la loi, donc des juges, magistrats, du siège du parquet, pour les nouvelles modifications législatives qui suivent les principes d'une convention du Conseil de l'Europe. Donc, par exemple, même si le Maroc n'a pas encore ratifié la convention d'Istanbul, je pense pas qu'ils aillent le faire demain, mais ça va venir. Ça va venir dans un peu de temps. On a déjà beaucoup travaillé avec les juges et les procureurs pour contribuer au changement des mentalités au moment de l'application de la loi 103.13 et probablement de la nouvelle mouture de cette loi 103.13 qui est probablement en préparation. Donc c'est une façon de travailler difficile, lente, parce que jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats, il faut vraiment être patient. Mais il y a eu beaucoup de changements déjà. Je les ai moi-même vus en 3 ans de présence au Maroc depuis mon arrivée. J'ai déjà vu ces changements de mentalité chez des juges, des magistrats, des procureurs, lorsqu'ils parlent de la violence à l'égard des femmes, lorsqu'ils reconnaissent certaines situations dont on ne parlait pas avant, comme le mariage des mineurs, comme les viols conjugaux. J'espère ne choquer personne. Je vous parle des choses dont on parle tous les jours en coopération. Et on fait aussi beaucoup de formations auprès de la société civile spécialisée normalement. L'autre jour, j'étais au lycée français, un des lycées français à Rabat,
pour parler aux adolescents de 16-17 ans. Et une jeune fille m'a demandé, mais comment on peut faire comment le Conseil de l'Europe fait pour changer la façon de penser dans un pays qui est très conservateur. Elle me disait, du haut de ses 16 ans. Je dis, bon, c'est conservateur et non conservateur. Hein. Le Maroc est un pays démocratique, donc il y a toutes les voies possibles et c'est ça qui fait sa richesse. Tu fais très bien de poser cette question parce que tu as le bénéfice de la liberté d'expression. Je ne sais pas si on peut dire de façon générale que le Maroc est un pays conservateur. En tout cas, pour cette question-là, il faut effectivement, je lui ai donné raison, sensibiliser. On fait du renforcement des capacités pour les autorités ou pour les juristes, juges et procureurs chargés d'appliquer la loi, mais on fait aussi des sensibilisations pour les gens normaux, les gens qui ne sont pas juristes, pour la société civile, pour la population. Et je lui disais, combien de fois tu penses qu'il faut qu'une femme mariée accepte une gifle de son mari avant que ça soit un délit, avant qu'elle puisse porter plainte? Une fois, 2 fois, 11 fois, 40 fois, 1 an, 3 ans de violence. Pour moi, la violence commence à partir de la première fois. Les viols conjugaux. Quand je suis arrivée au Maroc, on ne parlait pas de viol conjugal. De viol conjugal, à moins que vous puissiez me corriger, parce que vous lisez l'arabe mieux que moi, ça c'est sûr. Le viol conjugal n'est pas un crime au code pénal actuel au Maroc. Justement, madame. Donc, ça c'est la violence la plus exécrable. Et des fois, on ne sait pas. Il y a des femmes qui ne savent pas que ce n'est pas inscrit dans le contrat de mariage. Je me marie, donc je subis. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on fait au Conseil de l'Europe. Je ne vais surtout pas vous choquer, mais puisque je disais à cette jeune fille qu'elle avait le bénéfice de la liberté d'expression, moi je profite du fait que je suis à l'université pour parler librement aussi. J'espère vraiment ne pas vous choquer. Maintenant, il y a 10 personnes qui commencent à sortir de la salle. Non, c'est un peu pour vous dire que le travail prend du temps, c'est fait petit à petit, mais il y a un grand appétit pour rapprocher le Royaume du Maroc de ces principes qui sont universels, qui sont aussi inclus dans les conventions des Nations Unies. Hein. C'est rien de nouveau, ce que je suis en train de dire. La seule chose qui change, c'est que notre façon de travailler est plus concrète et surtout qu'on a ces mécanismes de suivi d'application des conventions qui sont beaucoup plus modernes et pointus. Mais en gros, on commence pas de zéro. La CEDAW a été ratifiée par le Maroc, donc ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau que je suis en train de raconter ici. Comment on fait pour se rendre compte de ces besoins? Comment on a fait dès le départ quand on a voulu commencer cette politique de voisinage dont je parlais tout à l'heure? Il y a quelque chose qui s'appelle au Conseil de l'Europe les triangles stratégiques, qui règle notre façon de travailler. Il y a un sommet du triangle qui est la raison d'être du Conseil de l'Europe, c'est l'activité normative du Conseil de l'Europe, la rédaction des conventions du Conseil de l'Europe. Lorsqu'on fait le suivi de l'application de ces conventions par les droits internes dans les États, membres au début, on peut se rendre compte qu'il y a des lacunes. Et c'est pour combler ces lacunes qu'on fait de la coopération. En gros, c'est ça l'explication de pourquoi le Conseil de l'Europe, organisation internationale, fait de la coopération à l'intérieur de l'Europe, dans les pays plutôt de l'Est de l'Europe, et puis en dehors de l'Europe aussi. Comme ça, on peut apporter l'expertise méthodologique et on peut apporter ces principes qui, pour nous, sont ceux qui guident le travail du Conseil de l'Europe. Quelles sont les priorités qu'on a établies avec le Royaume du Maroc dans ces partenariats de voisinage qui se terminent l'année prochaine, 2022-2025. Mais on est au 4e partenariat de voisinage et tout ça est écrit. C'est pas quelque chose qu'on commence de zéro, comme je disais tout à l'heure, et c'est pas quelque chose que je viens d'inventer.
On parle de l'harmonisation, la législation nationale, à partir de la Constitution de 2011, les normes internes et les renforcements aussi des institutions qui ont été créées suite à la Constitution. Par exemple, le projet vient de terminer fin novembre, mais on a appuyé l'institution du mécanisme national de prévention de la torture et des traites des peines inhumaines et dégradantes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mécanisme logé à l'intérieur du CNDH qui a pour objectif de visiter les endroits, fondamentalement des prisons, mais aussi des commissariats, aussi des centres de rétention des migrants, enfin, tous les endroits au royaume où il peut y avoir 2 personnes privées de liberté contre leur gré. Hôpitaux psychiatriques pénitentiaires, par exemple. Et donc, cette institution a été créée parce que le Maroc a adhéré au protocole optionnel de la Convention contre la torture des Nations Unies. Et il fallait créer, c'est une obligation contractuelle, il fallait créer et développer le travail de ces mécanismes. Donc, le Conseil de l'Europe a appuyé la création du mécanisme de prévention de la torture. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement de l'harmonisation législative, on fait aussi appui technique, méthodologique, organisationnel des institutions créées suite à la Constitution de 2011. On a aussi appuyé pendant 4 ans les rôles du Parlement du Maroc, comment il s'appelle, l'appui au rôle du Parlement du Maroc dans le développement, c'est quelque chose comme ça, le nom du projet, de la démocratie au Maroc. Donc on a appuyé, on a soutenu les parlements, les 2 chambres des conseillers, la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants, pour que le Maroc s'inspire, au moins regarde comment d'autres parlements travaillent grâce à ces statuts de privilégiés des partenaires pour la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. À chaque fois que la délégation du Parlement du Maroc, composée par des membres de 2 chambres, se déplace à Strasbourg, 4 fois par an, ils interviennent dans les délibérations de la grande assemblée des 46 États membres, donc des 46 délégations des 46 pays, plus, comme je vous ai dit, de la Jordanie, du Kyrgyzstan, du Maroc, et la 4e qui m'échappe maintenant. Donc comme ça, entre autres, on a par exemple beaucoup favorisé la diplomatie parlementaire. Précisément pour favoriser ces échanges, on a réalisé des visites d'études au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, au Parlement, pour voir comment, par exemple, comment on faisait ailleurs pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et comment on faisait pour organiser le travail des sessions parlementaires. Donc c'est à différents niveaux que ça se fait et ce projet a contribué à une amélioration de la conception démocratique de 2 chambres du Parlement du Maroc. Comme je disais, on fait beaucoup de renforcement des capacités. On a une façon très facile et très grand public à travers une plateforme au Conseil de l'Europe sur la formation pour les droits humains. Je pense qu'on pourrait en parler après si ça vous intéresse, qui nous permet de renforcer ces capacités par des cours en auto-formation en ligne gratuits et certifiants. C'est quelque chose qui a beaucoup de succès au Maroc. Et puis, j'ai parlé aussi d'autres conventions un peu moins sexy, je disais tout à l'heure, comme le blanchiment des capitaux, comme l'appui qu'on fait à l'IMPPLC, par exemple, pour la lutte contre la corruption. Ces conventions sur la corruption ont été signées par le Maroc. Et le Maroc voudrait adhérer à la convention pénale et à la convention civile contre la corruption avant la fin de 2025. Donc, on appuie l'institution et on appuie les changements législatifs. Quand je dis les changements législatifs, je ne vais pas dire qu'on va rédiger la loi à la place de ceux qui doivent rédiger la loi. Mais on fait tout un travail en amont avant que la convention puisse être ratifiée et après, évidemment, le travail en aval continue. Et du point de vue législatif et réglementaire et du point de vue institutionnel, si
Par exemple, l'INPPLC estime que certaines de ces compétences devraient être renforcées. À cet égard, juste parce que ça m'est venu à l'esprit maintenant, par rapport à la corruption, les conventions sur la corruption qui sont très importantes pour le Maroc, il y a vraiment une volonté d'avancer à cet égard. La ratification de ces deux conventions, d'une de ces deux conventions, implique automatiquement rentrer dans les mécanismes de suivi de l'application de la convention à l'État qui a ratifié. Donc, automatiquement, le Maroc sera examiné et ceci pourra donner lieu à des critiques constructives pour continuer l'amélioration et le rapprochement de la législation à la Convention du Conseil de l'Europe. Une dernière chose peut-être pour vous donner un exemple de... Il y en a beaucoup, hein, mais je ne vais pas vous assommer avec des choses qu'on fait. Cette semaine, la semaine dernière, on a organisé une conférence, une très belle conférence pour mettre en lumière le travail que le Maroc a fait pour lutter contre le cyberharcèlement, la cyberviolence aux enfants. Au début, c'était adressé aux enfants. Le Maroc, par le biais d'une organisation une association qui s'appelle le CMRPI, a créé une plateforme de signalement où les enfants ou les personnes qui ont connaissance d'abus ou des cas de cyberviolence, cyberharcèlement à l'encontre des enfants peuvent signaler ces situations en ligne de façon anonyme et confidentielle et peuvent demander que les contenus qui circulent, parce que c'est atroce pour les enfants et pour les adultes, mais en l'espèce c'est pour les enfants, les contenus qui circulent via réseaux sociaux sur Internet puissent être éliminés rapidement. Comment ça se fait? Avec l'appui du Conseil de l'Europe, le CMRPI a créé cette plateforme et a conclu des accords de confiance avec les groupes Meta, TikTok, Kaspersky, pour que dès que les signalements d'une vidéo de parties intimes, une photo d'une fille nue qui, de pire encore, peut être même créée par l'intelligence artificielle, tout ça c'était des questions qu'on a évoquées à la conférence, puissent être retirées dans les 24 heures. Ça c'est une plateforme maroco-marocaine, vraiment faite pour le pays, à laquelle évidemment le Conseil de l'Europe a contribué, mais c'est quelque chose qui a été fait au Maroc parce qu'il y a ces besoins, qui a été exploré, qui a été repéré et pour lesquels on a trouvé cette solution. Après, évidemment, de notre point de vue de juriste, un signalement pour effacer des contenus ne suffit pas. Il faudrait sensibiliser pour entamer la voie pénale, pour porter plainte. Pour être capable de faire ça, il faut sensibiliser aux besoins de porter plainte. Parce que quand les cas deviennent publics, ça évite que d'autres cas se produisent. Ça dépend des cas, évidemment, des circonstances, de l'enfant et de la photo ou les vidéos et les conséquences que ça peut avoir pour l'enfant. Mais en même temps, du signalement et de la plainte éventuelle, la plateforme fait de l'appui juridique et psychologique. Ça, c'était ma demande particulière au sein de la plateforme. On ne peut pas se limiter à dénoncer. Il faut que ces enfants soient, sinon protégés parce qu'on n'a pas su les protéger, en tout cas que ça ne s'empire pas. Et on connaît tous des cas des enfants qui vont jusqu'à l'extrême suite à une conduite comme ça. Donc ça a été créé, lancé, célébré la semaine dernière. Et lundi de cette semaine, on a ouvert cette plateforme de signalement de cyberharcèlement et cyberviolence aussi aux femmes. Donc maintenant, n'importe quelle femme victime
de cyberharcèlement, qui est aussi une façon de violence, puisse signaler de façon anonyme, si elle ne veut pas porter plainte au pénal, ce type de comportement d'un mari, un ancien copain, un ami qui lit les emails ou les WhatsApp de notre téléphone portable. Ça, c'est déjà de la cyberviolence. Donc, des comportements comme ça, si anodin que ça puisse paraître, constituent de la violence à l'égard des femmes parce qu'elles sont des femmes. Donc, tout ça, aussi, c'est maintenant, on a maintenant la possibilité de signaler dans le cadre de cette plateforme qui a été élargie pendant ces 16 jours d'activisme. C'est un projet qui me tient à cœur. C'est pour ça que je vous explique un peu plus en détail. Il y a beaucoup de belles choses qu'on continue à faire au Maroc parce que le Maroc les veut, parce que le Maroc nous les demande. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre écoute et je suis ouverte à toutes questions que je saurai répondre. Évidemment. Merci. Ça s'est allumé. Très bien. Merci. Merci, Madame Armelle Gomez, pour cette. Je vous en préviens, vous avez utilisé brillante conférence parce qu'effectivement, vous avez évoqué le Maroc brille. Et ça nous a fait plaisir, ce témoignage, sur une dimension très importante pour nous, en tant que pays qui a toujours, dans sa volonté de préserver cette image, pas seulement une image, mais une réalité, c'est de placer la protection des droits de l'homme comme une priorité nationale. En fait, on a instauré, vous savez qu'il y a des expériences au Maroc qui ont fait le tour du monde par rapport à tout ce qui est traitement du passé, dans une démarche très objective et très scientifique qui a fait l'unanimité qui aujourd'hui est utilisée comme une référence au niveau international. Les droits de l'homme, c'est également des instances qui aujourd'hui sont très actives et c'est des dimensions qui sont rappelées, qui sont, je dirais, mises en application par des instances ou travailler avec ces instances. Vous savez que c'est des priorités qui sont ancrées au niveau des grandes orientations de notre pays. Bien évidemment, il y a des discours royaux, Sa Majesté qui a toujours donné une importance à ces dimensions, mais également au niveau de notre Constitution, qui exprime d'une manière très claire que c'est une priorité pour notre pays, également au niveau de notre nouveau modèle de développement, tout en donnant de l'importance à la dimension sociale et économique, mais également à la dimension humaine. Et ça, vous le savez mieux que nous, aujourd'hui, lorsqu'on évoque les droits de l'homme, ce n'est pas que l'approche classique des droits de l'homme. Aujourd'hui, les droits de l'homme s'élargissent à d'autres dimensions. Le droit à la vie, le droit au travail, le droit à l'intégration, la préservation des droits des minorités. Donc il y a un certain nombre de dimensions qui, aujourd'hui, le Maroc intègre avec force. On est dans la mise en place de l'État social, et qui a une des vocations, justement, c'est de réduire les déséquilibres sur le plan social, sur le plan territorial, et c'est la manière de matérialiser ces droits humains. Et donc, venons de vous pour évoquer avec éclat, et vous l'avez dit, le Maroc est pionnier, le Maroc tire le continent vers le haut. C'est des expressions en fait, qui nous font plaisir en tant que Marocains. Venant de la représentante d'un temple des droits de l'homme qui est le Conseil de l'Europe. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un prolongement en fait de l'institution d'instances internationales pour s'occuper d'un certain nombre de dimensions, qu'ils soient économiques, qu'ils soient financières, et tout ça est survenu après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et la dimension humaine également s'est imposée comme une ratification, une ramification de ces orientations avec ce Conseil, parce que l'Europe, qui a subi la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, a placé la préservation et la protection des droits de l'homme comme une priorité. Et le fait que le Maroc soit apprécié et considéré comme un exemple par le Conseil de l'Europe est une source de plaisir, de fierté, d'orgueil pour nous en tant que Marocains. Voilà, merci beaucoup Madame Gomez pour cette brillante conférence. Bien évidemment, la parole est à la salle
il y a des étudiants, il y a des chercheurs qui s'intéressent à des dimensions. Et puis il y a des spécialistes. Jawad, c'est le directeur de l'IMRI. C'est une instance qui travaille beaucoup au niveau des relations internationales et la dimension droit de l'homme fait partie des activités de l'IMRI. Bien évidemment, on donnera la parole à Jawad Katouki, également Sevo Taïbi, et puis on fera le tour après. Bien sûr, on sollicite également les jeunes, parce que lorsqu'on parle des droits de l'homme, il y a, en fait, Mme Koumez l'a dit tout à l'heure, cette orientation jeunesse. On voudrait que vous soyez sensibilisés, que vous soyez versés au niveau de votre profond, de votre responsabilité de préserver et de continuer cet élan d'un pays qui donne beaucoup d'importance à cette question qui est une question universelle. Alors voilà, sans tarder, je donne la parole à Jawad Katouki, président de l'IMRI. Voilà. C'est allumé. Merci, Monsieur le Président, et je remercie Mme Gomez pour cet excellent exposé et également le fait qu'on est très fiers de ce que vous avez dit sur le Maroc. Alors ma question, en préparant un petit peu cette conférence, j'ai vu que Israël est observateur auprès de l'Assemblée parlementaire. Donc, je voudrais que vous me confirmiez d'abord cela. Et est-ce que votre Conseil a pu faire quelque chose vis-à-vis d'Israël qui enfreint tous les jours les droits humains, que ce soit à Gaza ou au Liban? Qu'est-ce que votre Conseil fait pour essayer de réduire ou d'éliminer et aussi, est-ce que vous avez des relations avec la Cour pénale internationale? Merci.